Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes avec Bernard Michon, maître de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous accueillons également aujourd'hui et pour 2 émissions, Gildas Salin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bernard, je vous laisse présenter notre invité. Gildas Salin est chargé des collections numismatiques, sigillographiques et d'ethnographie africaine et océanienne au sein de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Il est l'auteur de plusieurs articles que nos auditeurs pourront retrouver en ligne, notamment sur le blog du site CGB Numismatique Paris. 2 textes évoquent la traite des Noirs, Coris et traite négrière au XVIIIe siècle, ainsi que les circuits monétaires de la traite négrière. Par ailleurs, Gildas Salin a participé à l'ouvrage collectif intitulé Horizons terrestres et marins, Société, campagnes et littoraux de l'Ouest Atlantique. Il s'agit de mélanges offerts au professeur Jean-Luc Sarrazin, qui viennent d'être publiés aux presses universitaires de Rennes. Et Gildas Salin, dans cet ouvrage, a consacré un article au Coris. Merci Bernard pour cette présentation. Merci à vous Gildas Salin d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons découvrir avec vous dans cette émission les monnaies de la traite des Noirs. Mais avant cela, on va commencer cette émission peut-être par rappeler le nom de la monnaie en circulation en France au XVIIe et XVIIIe siècle ainsi que ses caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Alors, sous l'Ancien Régime, on n'utilise pas encore les francs, ça viendra pendant la Révolution. À l'époque, on utilise la livre tournois, c'est-à-dire la livre de Tours. La livre tournois se divisait en 20 sous ou sols. Eux-mêmes se divisaient en 12 deniers, ce qui faisait 240 deniers pour faire une livre tournois. Et c'est dans le système duodécimal, c'est parfois un peu compliqué à comprendre. Pour vous expliquer aussi quelques termes que l'on peut connaître ou entendre plus généralement, on parlera par exemple du louis d'or. À l'époque de Louis XVI, le louis d'or valait 24 livres tournois. C'est une petite pièce d'or de 7 grammes à peu près qui représentait environ 1 mois de salaire pour un ouvrier. Tandis que pour l'argent, on va parler plutôt de l'écu. Là, ce sont des grosses pièces d'argent de quasiment 30 grammes qui représentaient à peu près une semaine du salaire d'un manœuvrier. Merci pour ces précisions. Donc plusieurs monnaies en France avec des équivalences pas toujours simples. Alors, si on part le long des côtes de l'Afrique occidentale, fréquentées par les négriers européens, existe-t-il une ou plusieurs monnaies sur ces côtes d'Afrique occidentale ? Alors, il y a des situations assez variées. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas de métal monnayé produit localement. Il n'y a pas de monnaie africaine en fait à cette époque. Et les monnaies qui pouvaient éventuellement circuler étaient liées à l'importation des monnaies occidentales, mais pour être là aussi très clair, il y en avait très peu. D'ailleurs, les récits des négriers à l'époque le disent, l'or monnayé ou l'argent monnayé ne fait jamais un bon commerce sur place. Non, localement, on va utiliser d'autres systèmes monétaires, parce qu'en revanche, il y avait des systèmes monétaires, mais que de notre point de vue occidental, on parlerait de systèmes paléo ou proto-monétaires, notamment basé sur la poudre d'or, ça on en entend régulièrement parler. Alors là c'était plus spécifique à ce que l'on appelait justement à l'époque la côte de l'or, donc on va parler du Ghana actuel, où effectivement c'était de l'or sous sa forme native, des pépites ou de la poudre, qui donnait lieu à chaque fois à des pesées, une vérification de cette façon. Et puis, dans une large partie également, on va utiliser le système des coris dont vous parliez à l'instant. Donc en fait, il s'agissait de petits coquillages qui vont servir de système monétaire. Au début, c'est en Chine, en Asie. On en retrouve dès le premier millénaire avant notre ère. Et en fait, de proche en proche, l'utilisation des coris, donc ces coquillages comme instrument monétaire, va s'étendre jusqu'à arriver dans le golfe de Guinée dans le courant du XVIe siècle, importé par les Portugais. L'utilisation de coquillages, ça peut sembler un peu curieux, mais en fait, il y a plusieurs très bonnes raisons à cela. Tout d'abord, c'est que ces coris, c'est curieux, mais naturellement, ils sont standardisés. Ils ont quasiment tous la même taille. Ensuite, vous pouvez avoir des multiples et vous aviez également une conservation. C'est-à-dire que ces coquillages ne s'altèrent pas et peuvent donc se capitaliser sur des décennies. On a retrouvé des coris quasiment à l'état neuf dans des fouilles archéologiques, dans des tombes chinoises de vieilles de plus de 2000 ans. Donc,
sous les climats parfois difficiles en termes de conservation, quel que soit le type d'objet dans l'Ouest africain, eh bien en fait, ça fait partie de ces objets qui, eux, ne bougent pas, ne s'altèrent pas. Et dès lors, en effet, va se mettre en place un système monétaire très organisé, très structuré, contrôlé par les États, par les royaumes côtiers, où de façon assez systématique, on utilise le cori percé et en fait enfilé sur des cordelettes. Ce que l'on retrouve à Ouida, par exemple, pour cette cité royale du Bénin, mais on va le retrouver dans le royaume d'à côté à Ardara, ou bien également dans le sud du Togo, ça va être la base de 40 coris sur une ficelle, et puis ensuite on va monter jusqu'à des multiples. Au Togo, on va avoir jusqu'à des paniers de 20 000 coris. Donc c'est l'accumulation de ces petits coquillages qui étaient la base du système monétaire dans ces différents États. Gildas Salin, à l'occasion de précédentes émissions, nous avons évoqué les tractations entre les négriers européens et leurs intermédiaires africains le long des côtes africaines, en précisant qu'elles étaient fondées assez largement sur le troc. Alors, quelle est alors la fonction de ces équivalents monétaires dont vous venez de parler ? Alors, en effet, il y a une large part de troc, mais il faut avoir à l'esprit que jusqu'à présent, on n'avait pas la conscience, si je puis dire, de ces équivalences monétaires, d'où les intérêts des dernières recherches. L'intérêt de ces équivalences était double. Tout d'abord, côté européen, parce que finalement, c'était extrêmement rentable d'importer des coris pour faire du commerce. Plus précisément, le cori s'échangeait 7 fois plus cher dans le golfe de Guinée qu'il n'était acheté par les Européens dans les lieux de production, dans les lieux de collecte plutôt. Donc il y avait vraiment un côté extrêmement rentable pour les négriens. Et puis par ailleurs, ces coquillages permettaient de ne pas avoir à multiplier un catalogue de denrées ou de matières de traite qui par ailleurs parfois pouvaient aussi s'altérer tout simplement pendant le voyage. Et puis connaître des fortunes variées, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fluctuation de la valeur des marchandises de traite. Donc du côté des Européens, c'était vraiment valable aussi d'utiliser ces coris. Et les navires négriers arrivaient avec les cales chargées vraiment de ces petits coquillages. On a par exemple le cas du Saturne qui quitte Nantes en juin 1789 avec 35 tonnes de coquillages à son bord pour justement opérer ces transactions. Et puis côté africain, eh bien tout simplement, c'est la conservation dont je vous parlais tout à l'heure, parce que finalement, lorsque vous échangiez contre des eaux de vie qui reviennent régulièrement dans les catalogues, ou bien des matières d'étain ou de la poudre, les textiles, ça s'altère. Vous ne le thésaurisez pas, alors que les coquillages, dont je vous parlais tout à l'heure précisément, peuvent s'accumuler, se conserver. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Gildas Salin. Gildas Salin, vous avez évoqué le cori comme monnaie largement utilisée sur le continent africain au XVIIIe siècle. Comment les Européens se procuraient-ils ces coquillages ? Vous avez évoqué la Chine. Alors comment se procuraient-ils ces coquillages ? En fait, les points d'extraction principaux se situaient autour des Maldives et de Ceylan. Du coup, c'était plutôt les Hollandais et les Anglais qui en avaient la maîtrise. Mais une partie des navires de la Compagnie des Indes, également revenant de Pondichéry en particulier, faisaient escale par les Maldives et y achetaient donc ces fameux coris qui ensuite étaient rapatriés en Europe
Là, généralement, que ce soit à Londres, Amsterdam ou à Lorient, c'était vendu 3 fois le prix d'achat aux Maldives. Mais ensuite, c'était revendu par les négriers nantais en particulier, qui s'approvisionnaient donc surtout à Lorient, c'était revendu 4 à 5 fois plus cher sur les côtes du golfe de Guinée. Oui. Est-ce qu'on peut justement établir la valeur des coris, établir une équivalence avec la livre tournois ? Alors, c'était tout l'enjeu précisément de ces recherches. C'était en effet de sortir un petit peu aussi de ces analyses simplement du troc qui sont parfois difficiles. Comment est-ce qu'on peut ajouter des fusils plus des eaux de vie plus des tissus ? Eh bien en fait, oui, il y a des équivalences, mais qui sont en plus extrêmement stables, que l'on peut vérifier, que ce soit au royaume de Ouida ou au sud du Togo. 1000 coris, ça fait 1 écu d'argent. Et que ce soit un écu d'argent français ou un écu d'argent hollandais, danois, etc., c'est toujours la même chose. Et toutes les sources sont convergentes. Et ça a été stable pendant toute la période de la traite négrière ? Toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce qu'il y a d'intéressant en plus, c'est que grâce à ces équivalences, on peut établir justement, étudier l'évolution des prix. Et on voit que le prix de vente des esclaves a été multiplié jusqu'à 4 ou 5 entre le début du XVIIIe et la fin du XVIIIe siècle. Et puis aussi, même si c'est un sujet parfois difficile à évoquer, on peut aussi étudier les prises de bénéfices, côté européen, mais pas simplement, côté africain également, puisque grâce à ces études d'équivalence, on a pu établir par exemple que le roi de Ouida revendait 20 fois plus cher les esclaves aux Européens qu'il ne les avait achetés à ses soldats. Ça permet d'étudier aussi la spéculation. Ça permet complètement d'étudier la spéculation et des deux côtés. C'est là, j'allais dire, une nouvelle piste d'investigation. Et de là aussi, vous pouvez étudier les prix sur place d'autres matières. C'est comme cela, par exemple, que l'on peut se rendre compte aussi que les capitaines de navires se retrouvaient à payer des taxes directes, des taxes indirectes, puisqu'il y avait des péages, qu'ils devaient également s'acquitter d'un certain nombre de droits pour commercer. Ils devaient également vivre, c'est-à-dire acheter des denrées, acheter de la bière en particulier, enfin bref, et ils se faisaient... en tout cas, ça leur coûtait extrêmement cher de vivre sur place. Toutes les matières premières, que ce soit l'achat donc de volailles ou autre viande ou de la bière, ça leur coûtait un prix très conséquent. Et tout ça a été répertorié dans le journal de bord. Tout est répertorié dans le journal de bord, mais la difficulté jusqu'à présent, c'était d'arriver à comprendre justement ces prix exprimés sur place en coris. Dès lors qu'on vous dit que telle chose vaut 5 coquillages, comment vous pouvez faire la traduction ? Aujourd'hui, avec ces équivalences, on peut en effet le comprendre. Merci Gilles Dassalin, merci Bernard Michon. On se retrouve la semaine prochaine et nous allons poursuivre nos échanges sur les circuits monétaires de la traite négrière. Merci aux auditeurs qui nous suivent et excellente fin de journée. À la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.